fédération de recherche que je dirige, l'IPSL, est une fédération qui compte plusieurs laboratoires. C'est une tentative de regrouper tous les laboratoires qui travaillent sur le climat en région parisienne autour de grandes thématiques communes. Et le LMD est un des membres fondamentaux et un des membres fondateurs de cette fédération. Donc, ce que je voudrais montrer aujourd'hui, c'est... alors, je suis aussi professeur à l'École Polytechnique depuis 1991, donc j'ai une longue contribution à cet enseignement, dont on a essayé de l'orienter aussi vers ces thématiques environnement. C'est pour nous quelque chose de très important dans la mesure où beaucoup d'anciens élèves prennent des postes de responsabilité dans l'administration, dans l'industrie privée, et la sensibilisation qu'on peut leur donner à ces thématiques, qui pour nous sont effectivement fondamentales pour l'avenir, représente une motivation très importante de notre présence à l'École Polytechnique. Alors, mon travail personnel est plutôt un travail de modélisation. Donc, j'ai travaillé sur les... Alors, les modèles, c'est des sortes de maquettes de la planète Terre qui évoluent à partir des équations de la mécanique des fluides. Et vous avez ici une image écorchée de ce que peut être un modèle. Vous avez un maillage, fait évoluer des paramètres comme la température, la pression, l'humidité, en fonction des lois de la physique, et vous recréez une planète. Cette planète, on a besoin de la confronter au monde réel. Et ce que j'ai peut-être le plus appris dans le lien avec l'École Polytechnique, ça a été effectivement la rencontre avec le monde des données. Alors, quand le LMD s'est posé à l'École Polytechnique dans les années 70, il était porteur de grands projets qui étaient ceux du professeur Pierre Morel, qui a été ensuite le premier directeur du Programme mondial de recherche sur le climat, de grands projets liés à l'observation de la planète. Il y a eu des manip ballons dans tout l'hémisphère sud. Il y a eu surtout la conception d'un satellite qui a ensuite été lancé sous pavillon européen, qui était Météosat. Et Météosat, c'est le satellite que vous voyez toujours à la télévision aujourd'hui, donc qui a été conçu par les équipes du LMD très largement, et qui a donné lieu, donc c'était Météosat 1, à toute une série de satellites qui ont suivi. Cet aspect de mesure, il s'est suivi par une contribution à une chose qui a grandi toujours, c'est cette surveillance satellitaire de la planète. Vous voyez que la contribution du LMD, la contribution de l'École Polytechnique, s'insère dans un ensemble très large. Et je pense que c'est une des choses sur lesquelles je reviendrai plusieurs fois, c'est la dimension internationale de ce que l'on peut faire, la dimension nationale aussi, et le fait que tout ce qui se fait à l'École Polytechnique, comme ce qui peut se faire dans d'autres laboratoires en France, participe d'un réseau, et chaque pièce du réseau est essentielle. Donc là, c'est juste les satellites qui servent à la prévision du temps. Il y a beaucoup d'autres satellites de recherche. Par exemple, à l'École Polytechnique, on a énormément contribué à définir des satellites qui sont, par exemple, des satellites qui mesurent, au lieu de faire 3 mesures, par exemple, dans le satellite Meteosat que j'ai présenté, il y avait une mesure dans le visible, c'est pratiquement une photo de la Terre, et puis des mesures dans l'infrarouge, donc 3 canaux. Donc les satellites qui sont maintenant en œuvre autour de la Terre font des mesures dans 8460 canaux, donc avec une précision qui permet une très très large gamme de paramètres atmosphériques, qui vont des paramètres physiques à des paramètres chimiques liés à la pollution. Alors, les satellites ne sont qu'un aspect de ces mesures qui ont été développées à l'École Polytechnique. Un site qui a aussi permis de regarder des aspects très variés de l'atmosphère est un site local, donc le CIRTA. Alors c'est le site instrumental de recherche et technologie pour l'atmosphère. Le CIRTA est installé près du lac. C'est un site qui est peut-être, pour les gens qui passent, difficile à déchiffrer en termes de ce qu'il représente. C'est 150 instruments qui sont consacrés à l'atmosphère, qui sont insérés dans des réseaux nationaux, européens, internationaux, qui fonctionnent en temps réel. Et c'est une contribution qui est énorme à différents champs disciplinaires. On peut dire, alors voilà le CIRTA tel qu'on peut le voir du ciel. Vous voyez, il y a un plateau qui est très particulier puisqu'il
On voit qu'il a une dimension d'observatoire qui est presque évidente quand on le regarde. C'est aussi un site militaire qui n'est pas survolé par des avions, ou très peu, ou de manière rarissime. On voit plusieurs types d'instruments. Vous avez ici une petite flèche. On devine un faisceau laser. On a un laser qui monte à près de 10 km d'altitude, qui permet de voir les nuages. On a aussi des instruments donc de toutes sortes qui sont dans ce champ ici près du lac. Il y a un autre tour instrumenté. Donc c'est une très grande variété d'instruments. Tout ce qui est laser fait partie de technologies qui ont été extrêmement développées à l'école polytechnique. Alors pour donner une idée, vous avez ici l'observation par ce site du dernier moment où le grand épisode de pollution en mars. Et donc, ce que l'on voit, c'est au fil du temps, ici, le temps s'écoule comme ça, en jours, on va arriver une pollution qui a des origines lointaines, et c'est un des intérêts de ce site, c'est d'être capable d'observer ces épisodes de pollution dans un contexte qui est plus large que le seul contexte parisien, et de distinguer la pollution parisienne de la pollution qui vient d'ailleurs. Alors, je disais tout à l'heure que la modélisation s'est surtout développée au départ un petit peu sur les autres sites du LMD. Depuis quelques années, justement, en liaison avec ce programme-là, en liaison aussi avec des programmes sur la Méditerranée, et Philippe Drobinski, qui est là, est une cheville ouvrière de cet effort, il y a un effort de modélisation qui s'est développé de manière spécifique à l'école polytechnique, sur des échelles qui sont un petit peu plus régionales. Et vous en avez aussi un exemple avec le deuxième exposé. Alors, en quoi est-ce que ça nous permet de progresser et en quoi est-ce que c'est fondamental par rapport aux enjeux des programmes internationaux et du GIEC? Bon, je l'ai dit, tout ça est organisé à l'échelle internationale. Incidemment, donc, Pierre Morel, qui a amené le LMD à l'école polytechnique, a été le premier directeur de ce programme mondial de recherche sur le climat. Et un des enjeux majeurs, ce sont les nuages. Et au cœur de ce qu'on vient de voir, il y a l'observation des nuages. Alors, vous avez ici un diagramme qui est un diagramme issu des rapports du GIEC 2001 et reproduit ensuite presque à l'identique en 2007, qui vous montre, pour différents scénarios d'émissions des gaz à effet de serre, donc les variations de température globale de la planète. Donc, vous avez un scénario optimiste, scénario vert, où on stabilise les émissions au niveau de 90, et puis un scénario pessimiste, où elles croissent de manière rapide, qu'on appelle fossil intensive, FI. Et ici, vous avez une bande, une plage de réchauffement qui est associée à ce scénario modéré, et une plage de réchauffement qui est associée à ce scénario plus important. Ici, c'est d'un petit peu moins de 2 degrés à plus de 3 degrés, là d'un peu moins de 4 degrés jusqu'à 6 degrés. Vous voyez que le seul point sur lequel les gouvernements se sont accordés, c'est cette nécessité de ne pas dépasser 2 degrés, et que tous ces scénarios-là le dépassent de manière extrêmement claire. Ce sur quoi je voudrais m'apesantir un tout petit peu, c'est cette incertitude-là. Cette incertitude, elle traduit surtout une incertitude scientifique. Les différentes couleurs, c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va émettre, mais cette incertitude-là, c'est une incertitude scientifique. Quelle est qu'est-ce qu'on comprend du système climatique? Et elle traduit très largement le rôle des nuages et le fait qu'on ne comprend pas complètement le rôle des nuages. Et on a besoin d'observer ce rôle des nuages de manière beaucoup plus précise si on veut progresser. Alors, pour donner une autre mesure de l'importance que cela a, les derniers rapports du GIEC a fait les choses de manière un petit peu inverse. C'est-à-dire, on voudrait avoir une stabilisation comme des températures comme celle qui est marquée ici, c'est-à-dire les températures ont commencé à augmenter. Là, c'est tout ce qui est en noir qu'on sait déjà. On voudrait se mettre sur la trajectoire bleue et rester sur un niveau d'augmentation qui soit réduit. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'émissions de carbone? C'est ici, là, nos émissions de carbone, elles ont augmenté, elles continuent d'augmenter. Il faudrait les réduire par un facteur qu'on dit de 40 à 70% au milieu du siècle. Donc, vous voyez, une marge assez large. Et puis par un facteur qui peut être, dans une configuration qui peut être assez différente en fin de siècle, où il faudrait même aller jusqu'à des émissions négatives, c'est-à-dire être capable de reprendre du CO2 à l'atmosphère. Alors, cet effort-là, il est très très lourd à faire. Ça veut dire une conversion de nos émissions depuis des énergies carbonées vers des énergies décarbonées
qui sera absolument massive, des réductions d'émissions de gaz à effet de serre par économie d'énergie qui seront aussi massives, et puis aussi des conversions au niveau énergétique qui sont l'appel à une ingénierie nouvelle. Donc c'est l'autre thème dont parlait Patrick tout à l'heure, de l'énergie liée à tout ce qui est environnemental. Alors on voit que les incertitudes dont on parle restent des incertitudes importantes et que savoir si on va être capable de les lever, savoir si on va être capable de préciser ces objectifs au fil du temps, c'est un enjeu majeur. Alors, dans notre communauté, il y a eu un événement qui est quand même porteur d'espoir dans ce domaine-là, c'est la mise en place progressive alors sous l'égide de la NASA principalement, mais sous l'égide du CNES, et d'une constellation de satellites. Alors parmi ces satellites, vous en avez un qui a été étudié en grande partie à l'école polytechnique, ici, avec ce laser, qui lui est américain, mais vous avez aussi un imageur infrarouge qui a été étudié au LMD. Et c'est parce que ces satellites mesurent en fait toutes les propriétés de la couverture nuageuse qu'on est aussi capable de valider, grâce à des stations sol comme celle du CIRTA, la manière dont on peut utiliser de manière conjointe tous ces instruments, qu'on est capable, éventuellement, qu'on sera capable dans les années qui viennent de réduire un peu ces incertitudes très larges qui affectent nos prévisions. Alors c'est aussi un outil qui permet déjà de valider un peu les modèles. Et la manière dont on le fait, c'est une technologie qui est un petit peu particulière. Vous avez ici ce qu'observe le satellite Calypso, que j'ai montré tout à l'heure, en termes de couverture nuageuse. Donc c'est un lidar qui regarde par en haut. Et vous voyez des nuages ici, alors à l'équateur, au pôle et en altitude. Vous avez des nuages très hauts ici. Vous avez des nuages bas dans les régions polaires. Et le modèle, quand il construit son climat, doit faire un peu la même chose. Alors, vous avez ici la version ancienne du modèle de l'IPSL, je m'excuse, j'ai fait une petite faute de frappe. Et puis la version nouvelle, on voit quand même que ces données ont permis d'avoir un modèle qui est plus proche de ce qui est observé. Et c'est ce travail qui est fait non seulement avec notre modèle, mais avec l'ensemble des modèles de la communauté. Et en fait, ce travail fait à partir de Calypso a été étendu à tous les modèles du GIEC, sous la conduite des scientifiques français, donc qui permettra sans doute d'améliorer nos prévisions. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais ce que je voulais montrer, c'était que tout cet effort de recherche sur le climat, c'est un effort de très grande ampleur, c'est un effort intégré qui comprend des dimensions très, très différentes, et que ce qui s'est fait au LMD, à l'IPSL et à l'école polytechnique se situe dans un domaine qui est assez difficile et qui est assez rare, d'interaction extrêmement précise entre le domaine entre l'observation et la modélisation. Et je crois que c'est une des originalités du travail qui a été fait dans nos laboratoires. Voilà.